Voilà, je vais lire la suite du bouquin. La vaccination infantile obligatoire a été introduite en Angleterre par la loi sur la vaccination en 1853. En 1871, les parents pouvaient être condamnés à une amende pour non-respect, puis emprisonnés pour non-paiement. Cette opposition s'est intensifiée et la loi de 1898 sur les vaccinations a introduit une clause de conscience. Celle-ci permettait l'exemption sur présentation d'un certificat d'objection de conscience signé par deux magistrats. De tels certificats n'étaient pas toujours faciles à obtenir et une autre loi de 1907 autorisait l'exemption par une déclaration solennelle qui ne pouvait être refusée. Bien que théoriquement toujours obligatoire, la loi de 1907 marqua effectivement la fin de la vaccination obligatoire des nourrissons en Angleterre. Aux États-Unis, la vaccination était réglementée par des États individuels. Le premier à imposer la vaccination obligatoire étant le Massachusetts en 1809. S'ensuivit alors des séquences de contraintes, d'opposition et d'abrogation dans divers États. En 1930, l'Arizona, l'Utah, le Dakota du Nord et le Minnesota interdisaient la vaccination obligatoire. 35 États autorisaient la réglementation par les autorités locales ou n'avaient aucune législation affectant la vaccination, tandis que dans 10 États, dont Washington, D.C. et le Massachusetts, la vaccination des nourrissons était obligatoire. La vaccination obligatoire des nourrissons était réglementée en autorisant l'accès à l'école qu'à ceux qui avaient été vaccinés. En 1869, William Tell s'est profondément engagé dans la campagne anti-vaccination dont le but était l'abrogation des lois sur la vaccination qui rendaient la vaccination antivariolique obligatoire pour les enfants. Lui-même a été poursuivi et condamné à 13 amendes pour refus de vacciner sa troisième fille. En 1880, il a cofondé la London Society for the Abolition of Compulsory Vaccination, LSACV, et a créé sa publication officielle. Le Vaccination Inquirer, il en fut le président jusqu'en 1896, date à laquelle elle fut dissoute pour former la National Anti-Vaccination League, NAVL, dont il était président. La National Anti-Vaccination League, NAVL, s'était opposée à la vaccination obligatoire, notamment contre la variole. Il faisait partie d'un mouvement anti-vaccination plus large, affirmant que la vaccination faisait plus de mal que de bien. L'Anti-Compulsory Vaccination League comptait 103 ligues annexes et revendiquait 10 000 membres en 1871. La cause principale, sinon la seule, de l'augmentation monstrueuse du cancer a été la vaccination. Dr Robert Bell, vice-président Société internationale pour la recherche sur le cancer, British Cancer Hospital, 1922. La vaccination provoque une fausse couche. Un contrôle minutieux a montré que 47% des femmes qui avaient été vaccinées au cours du deuxième ou du troisième mois de grossesse n'avaient pas réussi à donner naissance à un enfant normal. Vaccination at work. Le pédiatre consultant du conseil du comté de Lanarkshire de Lancet, Londres, page 47, 6 décembre 1952. Les vaccinations sont désormais pratiquées pour des raisons purement commerciales. Car ils rapportent d'énormes profits à l'industrie pharmaceutique, il n'y a pas de preuve scientifique que les vaccinations sont bénéfiques. Dr Gérard de Buchwald, MD, vaccination, le marché de l'angoisse. Sur la dernière citation, je ne suis pas d'accord sur le fait que l'on puisse dire pour tous les vaccins qu'ils ne protègent pas et n'ont pas d'apport bénéfique. Par contre, il a raison sur le business autour de ces vaccins. Affaire de la grippe dite espagnole de 1918. L'origine de l'épidémie n'est pas établie avec certitude. Les premiers cas ont été répertoriés en mars 1918 dans le Kansas. Parmi des soldats américains, la maladie se serait ensuite propagée en Europe à la faveur des convois militaires. Les origines de l'épidémie n'ont probablement rien à voir avec le pays de Cervantes. Alors pourquoi cette grippe a-t-elle été appelée espagnole? Sans doute à cause du secret militaire qui entourait la santé des soldats durant la Première Guerre mondiale.
Il était impossible pour les journaux d'évoquer un virus qui décimait les troupes. En revanche, la presse pouvait écrire sans retenue sur la grippe qui frappait l'Espagne, pays neutre et non soumis à la censure. Source. Source. Euh, Science et avenir.fr. La grippe espagnole de 1918, une tueuse plus efficace que la Grande Guerre. Alors, les nombreuses autopsies menées sur des patients décédés de l'épidémie de grippe espagnole ont confirmé que la première cause de la mort était que les poumons s'étaient remplis de liquide, soit à cause de la maladie, soit en raison d'une forte réponse immunitaire du corps à l'infection, a expliqué à l'AFP en Nouvelle-Zélande Dr Peter Hobbins, un historien à l'University of Sydney, spécialisé en médecine et technologie. Il est vrai que des recherches avaient été menées pour tenter de fabriquer un vaccin, mais à l'époque, les scientifiques n'avaient pas réussi à trouver l'argent, l'agent à l'origine de la maladie, car les microscopes utilisés n'étaient pas assez puissants pour identifier des virus. Selon le docteur Robbins, il a bien eu un vaccin expérimental contre la méningite bactérienne élaboré par le chercheur américain Frederick Taylor Gates, rien à voir avec la famille de Bill Gates, sous le patronage de l'Institut américain Rockefeller de recherche médicale devenu l'université Rockefeller. L'expérimentation avait démarré le 15 janvier 1918 après plusieurs cas de méningite bactérienne dans le camp militaire de Funston dans le Kansas. Entre octobre et novembre 1917, Frederick Taylor Gates avait publié un rapport daté du 20 juillet 1918 sur cette expérimentation. La pandémie s'est répandue à travers le monde en trois vagues. La première, au printemps 1918, peu mortelle, puis deux autres bien plus virulentes en raison probablement de mutations du virus qui l'ont rendu plus agressif. Le vaccin expérimental avait été injecté à 3700 soldats volontaires de la base du fort Riley au Kansas. M. Gates avait constaté dans son rapport l'apparition d'anticorps spécifiques à la méningite bactérienne et avait recommandé l'utilisation de son vaccin. Les virus influenza de type A sont des pathogènes majeurs chez l'homme et peuvent avoir un impact considérable sur la santé publique, en particulier en cas de pandémie. L'analyse des souches virales responsables des pandémies, des épidémies et des cas sporadiques depuis 1918 nous a démontré que ce virus pouvait franchir la barrière d'espèces par le biais de phénomènes de mutation et ou de réassortiment. Après l'analyse d'un tissu pulmonaire d'une victime de la pandémie de 1918, conservé dans du formol, le docteur Jeffrey Taubenberger a rendu public un rapport selon lequel le virus de la pandémie de 1918 était en fait un nouveau virus porcin recombiné avec des fragments de virus aviaires H5N1 et humain H3N2 dans la structure même de leur ARN. Source Science Magazine Report, 21 mars 1997. Le virus H1N1, responsable de la pandémie de 1918, est d'origine aviaire et son extrême virulence n'est pas encore expliquée. Il a contaminé non seulement l'espèce humaine, mais également les porcs lors de la seconde vague épidémique. Depuis cette époque, il y a eu divergence antigénique entre le H1N1 de l'homme et le HN1 porcin. Les chercheurs américains ont d'ailleurs publié en octobre 2005 dans les revues Science et Nature, voire Bibliographie, une étude sur un virus de la grippe espagnole reconstitué à partir d'un prélèvement de poumons d'une femme décédée lors de la pandémie de 1918 en Alaska et enterrée dans le Pergisol, qui tente à montrer que son origine était aviaire. Source. Des chercheurs ont reconstitué le virus de la grippe espagnole de 1918. Article Le Monde, 6 octobre 2005. Ce que l'on sait de ce virus perd
tient en ses propriétés pathologiques. Il était somme toute assez commun, durée d'incubation très courte, de 1 à 2 jours, immense majorité de cas bénins et mortalité habituelle d'environ 0,15%, soit à un cas mortel sur 700 malades, particulièrement chez les vieillards et les nourrissons, comme c'est encore le cas aujourd'hui. Ces cas mortels n'étaient pas dus au virus lui-même, mais du fait de l'affaiblissement de l'organisme qui l'entraîne à des complications de maladies normalement non mortelles, bronchite, pneumonie. Ce virus père ne diffère de ceux des autres grippes que par une contagiosité plus élevée qu'à l'accoutumée, lui permettant d'engendrer une épidémie timidement internationale. Cela n'est pas encore assez pour être appelé pandémie. La mortalité importante était due à une surinfection aux bronchites bactériennes et aussi à une pneumonie due au virus. Le malade prostré se plaignait de douleurs dans la poitrine, son visage devenait violacé, une mousse sanguinolente s'échappait de ses lèvres. En quelques heures, plus de la moitié de ces cas se terminèrent par la mort. Un pic de mortalité était observé du 15e au 30e jour de l'épidémie, suivi d'une décroissance lente du nombre de cas. Ce ne fut généralement qu'au bout de 2 mois que l'épidémie s'essouffla, poursuivant ailleurs son œuvre. Dans l'ensemble, ce ne fut non pas la grippe en elle-même, mais les complications pulmonaires qui la suivirent, qui furent ainsi la cause principale des cas mortels. Avec les grippes précédentes, seul 1% des grippés présentaient des complications pulmonaires plus ou moins graves, et parmi ceux-ci, seul 1% des cas étaient mortels. Avec cette vague de grippes espagnoles, ce fut près de 15 à 30% des grippés qui présentèrent des complications pulmonaires et environ 10% de ces cas eurent une issue fatale, soit sur une population de 10 000 grippés sans complications pulmonaires. Un décès pour les épidémies communes. Pour une épidémie de grippe espagnole, il y avait euh, de 1500 à 3000 complications pulmonaires et de 150 à 300 décès, c'est-à-dire jusqu'à 300 fois plus de morts. Il est à noter, et une spécificité de cette grippe, que le taux de mortalité a été anormalement haut pour la tranche d'âge de 20 à 40 ans, qui représentait 50% de décès avec un pic anormal de la mortalité autour de 30 ans. Cette tranche d'âge étant habituellement et clairement la moins touchée. En 1976, une épidémie de grippe porcine, le virus de la grippe A de sous-type H1N1 à Fort Dix, camp militaire dans le New Jersey, a causé un décès. Le président américain Ford ordonnait une vaccination générale contre la grippe porcine. Une décision précipitée qui s'est soldée par des décès causés par le vaccin lui-même. Ce qu'il y a de tragique dans l'histoire de cette fausse alerte, c'est que le vaccin lui-même a causé chez au moins 500 personnes une maladie de paralysie des nerfs qui, elle, a provoqué une trentaine de décès. Le programme de vaccination a pris fin après qu'environ 25% de la population des États-Unis ait reçu le vaccin. Le président américain Gerald Ford a été officiellement informé de la note sur l'épidémie le 15 mars et du programme de vaccination suggéré. Il a rencontré un panel de rubans bleus qui comprenait Jonas Salk et Albert Sabin. Ford a alors fait une annonce télévisée à l'appui du programme de vaccination de masse. Une audience a eu lieu devant le sous-comité des crédits du Sénat américain sur le travail, la santé et les services sociaux, l'éducation et les agences connexes. Et c'est Joseph Stetler, un porte-parole d'une société pharmaceutique, a demandé une indemnité gouvernementale pour les fabricants de vaccins. Source Spivak, Spivak Jonathan, 18 juin 1976, tiré dans l'armée. Le programme pour vacciner tous les Américains contre la grippe semble être malade. Le Wall Street Journal, page 1, ProQuest, 1 3 4 0 35 690. Une indemnité gouvernementale
une indemnité gouvernementale pour les fabricants de vaccins. Qu'est-ce que je raconte? C'est ce que je viens de dire. Euh, Entreprises pharmaceutiques Sharp Dome, Merck Co, Merrell, Wyeth et Park Davis ont également refusé de vendre des doses au gouvernement, à moins qu'on ne leur garantisse un profit, une concession que le gouvernement a également finalement faite. Source: Posner, Gérald, 2 mars 2020. Big Pharma peut poser un obstacle au développement de vaccins. Le New York Times. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo.